C'est un véritable phénomène, une petite merveille de la zootechnie. Imaginez une boule de poils soyeuse avec des nuances d'or, d'argent et de plomb qui se meut à grande vitesse comme si elle était animée par une machine invisible et sophistiquée, qui possède une petite pointe noire à la proue et une espèce de timon en poupe, c'est-à-dire la queue, le tout s'agitant avec une agilité et une rapidité merveilleuses. C'est la description du Yorkshire Terrier faite par le célèbre cynologue belge Reul dans son ouvrage « Les races de chiens » écrit vers 1894. Que le Yorkie, comme l'appellent parfois affectueusement les amateurs, soit une véritable merveille de la nature, c'est indéniable. Ce n'est pas un hasard si au cours des dernières années, sa popularité a crû dans le monde entier, s'il est désormais connu et aimé partout, s'il est devenu le compagnon des stars et des personnalités et s'il est ainsi entré dans les salons du beau monde. Pourtant, ses origines sont humbles et sa création, conséquence d'une série de circonstances fortuites, a suivi des objectifs purement utilitaires. L'histoire commence après la moitié du XVIIIe siècle, quand la révolution industrielle explose en Grande-Bretagne. Jusqu'à cette époque, la majorité de la population se consacrait à l'agriculture. Richesses et capitaux étaient concentrés dans les mains des familles de nobles propriétaires terriens et de quelques commerçants et banquiers qui s'étaient enrichis grâce à l'expansion coloniale. À partir de 1750, tout commença à changer. Des changements progressifs mais considérables se produisirent dans le style de vie des familles. Dans le Yorkshire, c'est-à-dire le comté anglais situé au nord-est du pays, de petites communautés se développèrent autour des mines de charbon, des centres textiles et des nouvelles industries. La population s'accrut et par conséquent le nombre de moulins qui fournissaient la farine. Nombreux furent ceux qui arrivèrent de toutes les régions de l'Angleterre, car il était plus facile de trouver un emploi dans le Yorkshire. Parmi eux, il y avait beaucoup d'ouvriers écossais. Ce sont ces derniers qui introduisirent dans le Yorkshire les terriers qui étaient répandus en Écosse à ce moment-là et que l'on appelait les Clydesdale Terrier ou Paisley Terrier, deux races désormais éteintes ainsi que le Skye qui était plus petit que celui que nous connaissons aujourd'hui. C'étaient des terriers de travail essentiellement, plus grands que le Yorkshire actuel, utilisés pour chasser les rats et d'autres petits animaux nuisibles qui étaient très nombreux et constituaient un véritable fléau. Les rats occupaient et envahissaient les boyaux des mines, les industries, surtout de la laine dont ils se nourrissaient, provoquant des dommages importants et bien sûr infestaient les moulins. C'est pourquoi l'élevage de chiens capables de combattre les rats et de chasser les petits nuisibles était très important et très soigné. De plus, les classes les plus humbles appréciaient énormément le ratting, c'est-à-dire une sorte de combat entre chiens et rats, qui fut interdit en Grande-Bretagne uniquement en 1912. Les chiens les plus importants furent ceux qu'introduisirent les ouvriers écossais de la laine qui partirent après 1850 pour les villes de Leeds, Huddersfield, Bradford et Halifax. Bien entendu, ces terriers furent croisés avec d'autres variétés de chiens doués pour la chasse aux rats et aux animaux nuisibles présents dans la région, appelés Broken-Haired Terrier ou Rough and Broken Coated Terrier, et le nouveau type commença ainsi à émerger. Leeds, sur le fleuve Ayr, fut un centre important pour l'élevage et la sélection des terriers, et un autre important terrier anglais vient justement de là. Il s'agit de l'Airedale, que certains considèrent comme un cousin du Yorkshire, peut-être parce que dans les deux cas, les chiots sont noirs à la naissance et n'acquièrent leur robe aux teintes caractéristiques qu'en grandissant. Ces chiens étaient encore assez loin du Yorkshire actuel, plus grands avec une robe différente de celle que nous connaissons. On les appelait généralement les Broken-Haired Scotch, nom qui rappelle l'influence déterminante des chiens amenés par les ouvriers écossais. Les Broken-Haired Scotch, croisés avec les terriers de Leeds, également appelés terriers d'argent à cause de la magnifique couleur de leurs poils, commencèrent à produire des sujets possédant un poil riche et voyant. Par la suite, pour fixer certains traits de caractère de la race, il semblerait qu'on ait également employé le Manchester Terrier et le Black and Tan Toy Terrier, et peut-être le chien maltais.
Pour améliorer le pelage, il paraît qu'on utilisa des Skye Terriers, originaires de l'île du même nom et très célèbres aussi bien pour leur qualité de chasseurs que pour leur superbe robe. Tous ces croisements finirent par donner, dans la deuxième moitié du 19e siècle, le Yorkshire Terrier, qui commença sa lente ascension vers le succès, que le monde cynophile lui décerne à juste titre aujourd'hui. Certains experts estiment que l'on peut considérer comme le premier exemplaire Huddersfield Ben, né en 1865 et mort en 1871. Il fut élevé par M. Fastwood qui le céda à Foster. Ce sujet présentait bien des caractéristiques du Yorkshire qu'il a léguées à de très nombreux descendants avec une force génétique remarquable. Peut-être cette force était due au croisement en consanguinité dont il semblait descendre lui-même. Il fut très utilisé comme étalon et à ce titre, il est considéré comme le père de la race. La première apparition lors des expositions canines remonte à 1860 avec une manifestation organisée à Birmingham où une classe était prévue pour les terriers miniatures. C'est en 1874 que le premier exemplaire de la race fut inscrit au British Kennel Club Studbook avec la dénomination de Broken Hair Scottish Terrier ou Yorkshire Terrier. Le Yorkie fut officiellement reconnu par le Kennel Club en 1886 comme Yorkshire Terrier et le club de race fut fondé en 1898 et élabora le premier standard. La notoriété de la race augmenta graduellement en Grande-Bretagne et en 1932, 300 Yorkshire furent inscrits dans les livres généalogiques, 208 en 1937, mais le chiffre arriva à 2313 en 1957 et pas moins de 25 665 sujets en 1990. Dans les années 70, le champion Blairsville Royal Seal, l'un des plus célèbres Yorkshire modernes, contribua grandement à cette popularité. Élevé par ses propriétaires, Rita et Brian Lister, qui le menèrent aux expositions, il impressionna le monde cynophile par sa beauté extraordinaire et gagna un grand nombre de compétitions. En 1978, il remporta un Reserve Best au Crufts, la plus importante exposition canine au monde. En 1904, dans son ouvrage « Les races de chiens », le comte de Bilan décrivit ainsi le Yorkshire Terrier. Chien de dame et de salon, abondamment couvert de longs poils, qui retombent symétriquement des deux parties du corps, séparés par une raie médiane qui va du nez à la queue. Chien plutôt compact, bien conformé et plein de coquetterie. Attitude en éveil avec un air d'importance. Bien que les formes extérieures du chien soient cachées par son poil, sa conformation est celle d'un chien vigoureux et aux proportions harmonieuses. Cette description est encore actuelle de nos jours, même si les caractéristiques de la race ont ensuite été définies avec précision par les standards successifs. Aspect général, c'est un chien de petite taille à poil long. Le poil pend parfaitement droit et de façon égale de chaque côté, partagé par une raie qui s'étend du nez à l'extrémité de la queue. Net dans ses lignes, il se tient très droit, ce qui lui donne l'air important et fier. Il peut peser jusqu'à 3,2 kg, 7 livres. Pour la taille, le sujet idéal est compris entre 2,2 kg et 2,9 kg. Autrefois, on recherchait les sujets très petits, mais cette tendance n'est plus suivie parce que les trop petits présentent des caractéristiques indésirables comme un crâne globuleux, des yeux saillants, des dentures souvent incorrectes. Tous ces éléments représentent les premières manifestations dégénératives du nanisme. De plus, pour les chiens aussi petits, l'accouchement est souvent un problème. Les chiens trop gros ne sont pas recherchés non plus. Le poids indiqué de 2,2 kg et 2,9 kg environ doit être considéré comme idéal. Tempérament, actif, intelligent et plein d'entrain. Les allures doivent être dégagées avec une bonne impulsion. En action, la ligne du dessus reste bien droite. Poil. Sur le corps, le poil est de longueur modérée, parfaitement droit, luisant, de texture fine et soyeuse.
La garniture en tête est longue, d'un fauve doré intense, de couleur plus soutenue sur les côtés de la tête, à la base des oreilles et sur le museau, où le poil doit être très long. Le poil de la tête est généralement coiffé au sommet du crâne avec un ruban de couleur. Cela permet au chien de mieux voir et met sa beauté en valeur. La couleur fauve de la tête ne doit pas s'étendre jusqu'au cou. Aucun poil sombre ou charbonné doit se mêler au poil fauve. Couleur bleu acier foncé et non bleu argenté, s'étendant de l'occiput à la naissance de la queue, jamais mêlé de poils fauve, bronze ou foncé. Sur le poitrail, le poil est d'un fauve intense et brillant. Tous les poils fauves sont plus foncés à la racine qu'au milieu et ils deviennent encore plus clairs à l'extrémité. Tête et crâne. Tête plutôt petite et plate, le crâne n'étant pas trop proéminent ou rond, le museau n'étant pas trop long. La truffe est noire. Comme l'a écrit le professeur Giuseppe Solaro en 1964, les axes crânio-faciaux sont parallèles et le chanfrein est droit. Mâchoire, articulée en ciseau parfait, régulier et complet, dents fortes et saines. Les yeux sont de dimension moyenne, foncés, étincelants. Ils expriment une vive intelligence. Ils ne sont pas proéminents. La forme est légèrement ovale. Oreilles. Petite, en forme de V, portée droite, pas trop écartée, couverte d'un poil court. Leur couleur est d'un fauve soutenu et intense. Elles se dressent vers 3-4 mois. Cou de bonne longueur et élégant. Avant-main, épaules obliques suffisamment inclinées. Avant-bras droit, bien couvert jusqu'au coude d'un poil fauve doré intense. Membres postérieurs. Parfaitement droit, vu par derrière, angulé, couvert d'un poil fauve doré intense jusqu'au genou. Pieds, ronds, les ongles sont noirs. Corps de la poitrine avec des côtes modérément cintrées, corps très fort et compact. Le dos est droit et solide. Queue, il est d'usage de l'écourter à une longueur moyenne quand le chiot a 4 ou 5 jours. Elle porte un poil abondant, d'un bleu plus foncé que sur le reste du corps. La queue est portée un peu plus haut que la ligne du dos. Il faut s'attarder un peu plus sur l'une des principales caractéristiques du Yorkshire Terrier, son pelage. La couleur du poil, sa consistance et sa texture sont d'une importance fondamentale parce qu'elles représentent un trait distinctif de la race et permettent de distinguer les lignées dont un sujet descend. Il n'est pas facile de produire des exemplaires au pelage parfaitement typique et homogène. D'une part parce que la race est née il y a moins de 150 ans et en plus avec la contribution de nombreuses variétés de chiens écossais ou anglais. D'autre part parce qu'il y a plusieurs dizaines de gènes qui déterminent la couleur, la consistance et la texture du poil. Pour avoir des caractéristiques analogues, un grand nombre de combinaisons doivent donc être présentes en même temps. La robe est formée quand le chien est adulte, c'est-à-dire vers 3 ans. La couleur idéale est acier foncé. Quant au poil, il doit être long et bien plaqué au corps. La texture doit être comme celle d'une pièce de soie. Elle semble fine au toucher, mais possède pourtant une épaisseur qui lui donne le poids suffisant pour retomber compact et plaqué au corps. Les pelages acier-argent ne sont pas corrects, car ils sont trop clairs. Non plus que les robes aux poils gonflés, qui rappellent le coton, les poils durs et rudes et les robes laineuses. Le poil doit être droit, jamais ondulé. Les marques doivent être d'une belle couleur or clair sur la tête et le poil qui les compose doit être plus foncé à la racine et s'éclaircir en allant vers l'extrémité. Le poil uniforme sans nuance de la racine à l'extrémité est à proscrire. Les marques doivent être bien définies et situées dans les zones prévues par le standard. La texture et les couleurs se complètent, nous l'avons dit, quand le chien est adulte, vers 3 ans. Les chiots, eux, sont noirs avec de petites marques au-dessus des yeux, sur le museau, sur les membres et sous la queue. Plus ils grandissent et plus la teinte se dessine correctement. Chez les sujets âgés, la couleur peut perdre un peu de son éclat.
Malgré sa petite taille, le Yorkshire Terrier est un chien solide et fort. S'il ne présente pas de problèmes liés à des facteurs dégénératifs du fait d'une trop petite taille, la santé de ce membre incroyable de l'espèce canine est généralement bonne. Son pelage, très riche, demande cependant quelques soins particuliers. La queue est généralement écourtée à une longueur moyenne à 4 ou 5 jours. En général, il y a une marque sous la queue et c'est là que l'on coupe. Il faut vérifier régulièrement l'état des dents et il vaut mieux les nettoyer souvent afin de les garder fortes et saines. Si le chien ne marche pas assez, il faudra lui couper les ongles de temps en temps ainsi que les touffes de poils qui poussent entre ses doigts. Il est également nécessaire de nettoyer le pavillon interne des oreilles, mais sans coton-tige qui pourrait léser le tympan, et en cas de larmoiement excessif, les yeux aussi, pour éviter irritation et odeurs désagréables. Mais bien entendu, les soins les plus importants sont à consacrer au pelage. Le poil devra être peigné tous les jours avec une brosse appropriée que l'on trouvera dans les magasins spécialisés. Tous les mois ou un peu plus, il faudra administrer un bain avec un produit spécifique approprié à ce type de poil. La touffe de poils de la tête que l'on rassemble sur le crâne avec un ruban ou une barrette sert à améliorer la visibilité du chien pour éviter les irritations qui pourraient être provoquées par le frottement du poil contre les yeux ainsi que pour mettre la beauté du Yorkshire en valeur. Après chaque bain et avant toute exposition, si vous y participez, le poil devra être bien brossé, sa longueur être régularisée et uniformisée, les petites touffes sur les oreilles coupées pour mettre leur forme triangulaire en valeur et le poil de la queue égalisé. Quand le chien est à la maison, si le poil de son corps est très long, au point de traîner par terre, vous aurez intérêt à l'enrouler sur des bigoudis pour éviter que les pointes ne s'abîment. Vous enlèverez les bigoudis et laisserez le poil libre en exposition ou quand le chien se promène en société. Rappelez-vous que votre Yorkshire, bien qu'il possède un poil magnifique, a besoin de bouger comme n'importe quel chien. Il faut donc l'amener en promenade plusieurs fois par jour dès son enfance. Vérifiez d'abord s'il a été vacciné correctement. Les promenades du reste ne servent pas uniquement à faire bouger le chien et à lui permettre de développer ses muscles, mais aussi à le faire socialiser. En effet, il pourra ainsi rencontrer ses congénères, jouer avec eux, familiariser avec les êtres humains et s'habituer au monde extérieur. En bref, les sorties quotidiennes sont indispensables pour la formation d'un physique et d'un caractère équilibré. Le petit joyau d'équilibre, d'harmonie, d'élégance, de solidité et de résistance décrit par le standard n'est pas seulement un magnifique ensemble de caractéristiques esthétiques. Il possède également un caractère fascinant qui a contribué à en faire l'un des chiens de compagnie les plus appréciés et les plus recherchés. Son aspect lui-même révèle quelques traits de son caractère. Certes, sa taille est réduite, mais son attitude est fière, orgueilleuse, avec un regard vigilant et pénétrant. Il observe avec attention tout ce qui se passe autour de lui. Le Yorkshire possède une très grande dignité et une haute considération de lui-même. C'est pourquoi il n'admettra aucune tentative de vexation. S'il y a des enfants dans la famille, apprenez-leur donc à respecter leur petit ami qui ne pardonnerait pas les petits tours que les jeunes jouent parfois aux animaux. Il réagirait avec décision en aboyant et en les grondant. Le Yorkshire veut également être respecté par les adultes. Il garde donc envers les étrangers une attitude un peu détachée et méfiante. Avec les membres de sa famille, en revanche, il est affectueux et cordial, mais jamais soumis ni servile. Il essaie d'imposer sa personnalité d'une manière décidée qui révèle bien comment il voit les humains qui vivent avec lui. Non pas comme ses maîtres, mais comme ses pairs. Parmi tous les composants de la famille, il choisira celui qui sera son maître. Ce n'est pas celui auquel il obéira le plus, mais, suivant les traditions des chiens, celui auquel il réservera un dévouement total et une affection immense. Il sera très jaloux de ce maître et aura du mal à tolérer que d'autres retiennent son attention.
C'est une belle attitude que de toujours emmener votre chien avec vous. Il sentira qu'il participe à votre vie. De plus, sa taille permet de l'amener partout sans problème. Il voyage en voiture, en train, dans les transports publics et en avion sans poser aucun problème. Et ce sera pour vous un plaisir que d'exhiber votre merveilleux ami. Il aime courir dans les prés, se rouler, sauter, vous suivre dans les longues promenades. Mais si vous ne pouvez pas l'amener pour une raison ou pour une autre, il s'habituera à vous attendre tranquillement à la maison, si possible en sommeillant sur un fauteuil ou un divan confortable. Malgré ses dimensions, le Yorkshire Terrier est un excellent chien de garde, qui avertit de sa voix forte et retentissante s'il se passe quoi que ce soit d'insolite. Il est pratiquement impossible d'entrer subrepticement dans une maison où vit un Yorkie. Son grand courage le pousse à agresser les intrus éventuels qu'il affrontera avec impétuosité en aboyant furieusement et s'il y arrive en leur mordant les mollets. Il a conservé les dons de chasseur de ses lointains ancêtres, qui affrontaient n'importe quel animal nuisible, y compris les gros rats dangereux qui infestaient les mines. C'est pour cette raison qu'il est attentif à tout mouvement suspect et qu'il se lance fougueusement sur les insectes, les lézards, les souris, les feuilles et tout autre objet en mouvement. En famille, il se révèle un membre actif, souvent présent près de son maître, avec son pas svelte et élégant. Il joue volontiers avec les enfants, dont, comme nous l'avons dit, il exige le respect. Il est très curieux et partage avec les autres membres de la famille les joies et les peines, avec une sensibilité surprenante et touchante. Il possède un caractère fort qui l'incite à s'imposer. C'est surtout vrai pour les mâles, mais les femelles ne sont pas en reste. Il aime rester auprès de son maître et l'accompagner dans toutes ses activités, partout, sans poser aucun problème. Parmi les caractéristiques les plus surprenantes de cette race, il y a pourtant toujours son aspect et sa manière d'avancer à petits pas très rapides. Quand le poil est long jusqu'à terre, comme il se doit, et cache donc les pattes, on a l'impression qu'il avance sur des roulettes. Lorsqu'un bel exemplaire fait le tour sur le ring d'exposition, il est impossible de ne pas être frappé par son allure, avec cette ligne dorsale immobile, cette tête orgueilleusement portée et le poil qui retombe sur les côtés, parfaitement droit et long. Le Yorkshire est aussi doué d'une remarquable intelligence. C'est une intelligence vive, attentive, prête et astucieuse. Elle soutient un caractère que l'homme doit toujours prendre en compte. Il apprend facilement et rapidement, mémorise les événements, les personnes, les horaires, les odeurs, les situations, les habitudes et bien sûr les mauvaises habitudes. Il est difficile en effet de ne pas gâter ce mélange de sympathie, de chaleur, d'intelligence, de beauté et de tendresse. Il obtient donc souvent plus d'une dérogation aux règles de la vie en famille. En conclusion, le Yorkshire Terrier est un chien qui mêle le bonheur, la beauté, la dignité, l'intelligence, l'amour et la sympathie et constitue l'une des races les plus fascinantes de l'espèce canine. Une alimentation équilibrée est essentielle au développement complet de votre chien et pour pouvoir lui conserver forme et santé. Certains estiment que les chiens peuvent manger de tout et leur donnent donc toutes sortes d'aliments, souvent composés des restes de leur propre repas. Rien ne pourrait être plus mauvais, parce que ce qui est pour nous digestible et source de substances nutritives est souvent indigeste pour le chien qui ne peut le métaboliser. Une dernière recommandation. Il peut arriver qu'un chien n'ait pas faim et qu'il refuse la nourriture pendant 1 voire 2 jours. C'est tout à fait normal et dans ce cas, il ne faut pas lui laisser sa pâtée à disposition, mais l'enlever au bout d'un bref délai. Au repas suivant, changez les aliments. Si ce manque d'appétit dure plus de 2 jours sans autres symptômes, ou si dès le départ il s'accompagne de symptômes révélant une souffrance générale ou un état de prostration, consultez immédiatement votre vétérinaire. Ce sera très probablement une simple indisposition, mais inutile de prendre des risques. Il vaut toujours mieux être rassuré par un expert. Commençons par une très brève description de l'appareil digestif des chiens.
Comme chez tous les carnivores, l'estomac possède des dimensions importantes, alors que l'intestin est relativement court. La première digestion dans l'estomac demande de 3 à 8 heures, puis la nourriture passe dans l'intestin, où les substances nutritives sont assimilées pour être ensuite transmises à tous les organes à travers le sang. La grande capacité de l'estomac et la longueur du processus de digestion permettent de faire des repas abondants et assez éloignés l'un de l'autre. Bien entendu, pour conserver le chien en excellente santé, il faut lui fournir tous les éléments dont il a besoin, à savoir des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines et des minéraux. Lorsque le chien était un prédateur carnivore, il assimilait ces éléments à travers les animaux qu'il chassait, en général des herbivores. Ensuite, la civilisation l'a amené à se nourrir différemment, mais il sera toujours nécessaire de lui fournir les substances adéquates. C'est à travers l'alimentation que le chien produit l'énergie qui lui sert à maintenir ses fonctions vitales et à bouger. Plus l'activité sera intense et plus l'apport en énergie devra être abondant. Sans vouloir rentrer dans une étude alimentaire qui demanderait un traité entier, nous pouvons simplement dire que le chien a surtout besoin de graisses ou lipides, d'origine animale ou végétale, et que ce sont elles qui fournissent l'énergie qui lui est nécessaire et s'accumulent dans l'organisme pour fournir l'énergie de réserve éventuelle. Les protéines qui forment la plus grande partie du corps animal sont tout aussi essentielles. Elles sont indispensables à la formation de tous les tissus, en particulier des muscles, et constituent également la base des hormones et du sang. C'est dire si elles sont un élément irremplaçable dans une alimentation correcte, tout spécialement chez les chiots qui doivent encore construire leur corps. Les protéines se trouvent dans la viande, le fromage, les œufs, le poisson, tous aliments qui sont bien digérés par le chien, ainsi que dans la farine de soja, les arachides, les légumes secs, que le chien a davantage de mal à digérer. Toutefois, un excès de protéines est nocif et peut entraîner des troubles de diverses natures. Les glucides ne sont pas indispensables dans l'alimentation du chien. Ils sont cependant très utiles à la fin de la gestation. L'amidon, le plus important des féculents, est mal digéré par le chien et doit subir des traitements préliminaires, comme la cuisson, la réduction en flocons, etc. C'est pourquoi, si vous donnez des pâtes ou du riz à votre ami, il faudra les faire bouillir très longuement afin d'éliminer une bonne partie de l'amidon qui s'y trouve. Les fibres qui accompagnent souvent les glucides sont surtout utiles dans l'alimentation des chiens sédentaires parce qu'elles aident à prévenir la constipation grâce à leur vitesse de transit dans l'appareil digestif. Les vitamines, elles aussi, sont nécessaires, même si une très petite quantité suffit. Elles sont présentes dans de nombreux végétaux et sont synthétisées par les herbivores. C'est pour cela que lorsqu'un carnivore dévore sa proie, en général herbivore, il commence par l'intestin qui contient des résidus de nourriture végétale pas encore digérés. C'est également la raison pour laquelle, malgré votre déception, votre chien se nourrit des excréments d'animaux herbivores dès qu'il en a l'occasion. Un excès de vitamines peut avoir des effets négatifs. Si vous utilisez de la nourriture toute prête, avant d'ajouter des intégrateurs, lisez bien quelles sont les substances contenues dans la pâtée. En cas de doute, consultez votre vétérinaire. Les minéraux sont un élément essentiel et ils sont également fournis par l'alimentation. La carence de certains minéraux comme le calcium, le fer, le potassium, le sodium, le cuivre et d'autres peut entraîner une croissance irrégulière du chiot, avec de graves conséquences, et chez l'adulte un état de faiblesse générale ou même divers problèmes à différents niveaux. On trouve dans le commerce d'excellents produits tout prêts, aussi bien humides que secs, qui fournissent tous les éléments nécessaires à la croissance d'abord et au maintien de la pleine forme de votre chien ensuite. Même si vous utilisez des boîtes ou croquettes, vous pourrez quand même donner à votre chien quelques fruits ou un autre aliment qu'il apprécie, tout en faisant attention à ne pas exagérer et surtout à ne pas lui donner des substances nocives comme les aliments sucrés, les fritures, les sauces, le pain frais et avec beaucoup de mie qui sont très mauvais et pourraient avoir des conséquences très sérieuses à long terme. Si vous préférez préparer vous-même la pâtée, suivez les conseils de l'éleveur qui vous a vendu le chien ou ceux de votre vétérinaire habituel. En règle générale, sachez que la viande est l'élément essentiel, de préférence la viande bovine. Si vous lui donnez du cochon, il faut qu'il soit très bien cuit pour éviter les infections. La volaille et le lapin sont très bien également, mais absolument privés de leurs os.
Les abats sont généralement appréciés, même s'ils sont moins riches en substances nutritives. Le poisson est un excellent aliment qu'il faut proposer cuit. Il est particulièrement approprié lors des régimes pauvres destinés aux sujets ayant des problèmes digestifs ou dermatologiques. C'est également une bonne idée pour varier un peu le menu de votre ami. Les œufs sont bien tolérés et apportent de nombreuses substances nutritives. Ils sont particulièrement indiqués pour les chiots et chez les femelles en cours d'allaitement. Le jaune peut être consommé cru, mais le blanc doit toujours être cuit. Les graisses, telles que l'huile et le lard, sont toujours bien acceptées par le chien et sont particulièrement utiles dans les périodes de travail ou d'effort. 1 ou 2 cuillerées à café d'huile dans la pâtée sont toujours souhaitables. Le pain sec est une bonne source d'énergie, mais il doit être très bien séché. Il sert aussi à nettoyer les dents et à les garder en bonne santé. Les pâtes et le riz sont très semblables, mais ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, ils doivent être cuits longuement pour éliminer l'amidon difficile à digérer. Même s'ils ne sont pas indispensables, les fruits et légumes peuvent être donnés aux chiens qui les aiment. Leur apport nutritif est très limité et le seul intérêt réside dans l'apport de fibres brutes. Le dernier élément indispensable à la nutrition, même s'il semble inutile de le rappeler, c'est l'eau, qui doit toujours être à la disposition du chien, fraîche et abondante. Si on la met dans un bol, il faut la changer le plus souvent possible, surtout quand il fait chaud. Elle est encore plus indispensable si le chien consomme des aliments secs, non humidifiés. Le dernier aspect de l'alimentation à voir ici, c'est la fréquence des repas. À partir de la naissance, les chiots prennent leur repas en suivant des délais dictés par l'instinct de la mère et des autres chiots. Pendant le sevrage, on réduit progressivement le nombre de tétées et on les intègre avec des aliments appropriés, indiqués par un éleveur expert ou par le vétérinaire. Entre 1 et 3 mois, les chiots sevrés devraient faire 4 repas à des intervalles réguliers. De 4 à 7 ou 8 mois, on peut passer à 3 repas. De 8 à 18 mois à 2, et ensuite, si l'on veut, on pourra réduire la fréquence à un seul repas, même s'il n'est pas contre-indiqué d'en conserver 2. D'ailleurs, certains conseillent plutôt cette solution. Adopter un chien est une décision importante qu'il faut pondérer soigneusement et prendre en toute connaissance de cause. La vaccination doit toujours être effectuée le plus scrupuleusement possible afin de protéger non seulement le chiot, mais aussi le sujet adulte contre les maladies les plus communes. En règle générale, lorsque le chiot quitte son élevage, il a été vacciné entre 40 et 45 jours avec une primo-vaccination contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et la parvovirose. La deuxième vaccination polyvalente est légèrement effectuée 3 semaines plus tard. Elle couvre les 3 maladies précédentes, mais aussi la leptospirose. 1 mois plus tard, on pourra effectuer encore une vaccination quadrivalente également, puis les rappels seront indispensables tous les ans. Pour être vacciné, le chien doit être en parfaite santé et en particulier vermifugé. En règle générale, il faut exécuter un traitement vermifuge 2 fois par an. Il existe plusieurs types d'ascarides dont chacun infecte spécifiquement une espèce animale, homme compris. Il n'existe pratiquement aucun risque zoonose, c'est-à-dire de transmission de l'infestation du chien à l'homme. Il est tout aussi important de protéger le chien contre les ectoparasites, à savoir ceux qui s'installent dans le pelage du chien, comme les puces ou les tiques, tous deux hématophages. De plus, les puces sont un hôte intermédiaire pour un type de ténia. Pour libérer le chien de ses fastidieux locataires, il existe de nombreux produits spécifiques, mais il ne faudra pas oublier d'intervenir également au niveau de l'environnement du chien. L'été accentue les problèmes provoqués par les hôtes désagréables, en particulier les tiques qui arrivent justement dans les premières chaleurs. Une course dans les prés, dans les bois, à proximité par exemple de fermes et d'élevages, peut comporter un retour avec des tiques. Ce n'est tout de même pas inévitable dans la mesure où certains facteurs prédisposent plus ou moins les chiens aux attaques de ces acariens, en particulier leur état général de santé. C'est là un danger sérieux pour le chien parce que la tique transmet la pyroplasmose, une infection grave soutenue par des protozoaires du type pyroplasma, qui frappe les animaux domestiques et peut conduire à la mort si elle n'est pas soignée à temps.
Les symptômes de la forme aiguë de la maladie sont une fièvre souvent élevée, l'asthénie, la pâleur des muqueuses apparentes, l'hyperchromie des urines dont la couleur peut devenir marron-noir. Dans les cas avancés, ictère, état comateux jusqu'à arriver à l'issue fatale. Les tiques sucent le sang de leur hôte pendant 2 ou 3 semaines, puis une fois que la femelle s'est accouplée, elle se détache de l'animal et dépose ses œufs une semaine après. Les larves sont reconnaissables à leur couleur rougeâtre. Elles sont minuscules, on dirait de petites perles. Elles cherchent à leur tour un hôte sur lequel grimper, sucent le sang quelques jours, se détachent et se transforment quelques jours plus tard en une nymphe octopode de couleur bleuâtre. Vers août-septembre, elles sont devenues adultes et avec l'arrivée de l'automne, elles s'endorment au sol dans de petites cavités jusqu'au printemps suivant. En général, les tiques s'accrochent là où la peau est la moins épaisse, comme les oreilles, les aisselles, l'aine ou entre les doigts des pattes. Après une promenade dans la nature, vérifions toujours si nos amis ont recueilli des passagers clandestins. Une bonne hygiène commence par les soins du pelage. Pour la plupart des races, mais pas pour toutes, il est conseillé de brosser le chien presque quotidiennement afin de le débarrasser de ses poils morts. De nombreuses races ont besoin d'un toilettage particulier, à exécuter plusieurs fois par an. Il ne faut pas généraliser la notion qu'un pelage brillant est un signe de bonne santé, parce que pour certaines races, au contraire, il doit être plutôt opaque. Il ne faut pas laver le chien trop souvent car ses glandes sébacées produisent un suin qui exerce une fonction protectrice que les lavages menacent. Dans des conditions normales, la peau doit être toujours propre, sans pellicule ni desquamation d'aucune sorte. Si des altérations cutanées apparaissent, comme des eczémas, des zones d'alopécie, c'est-à-dire la chute du poil sans repousse, des épaisseurs ou une pigmentation anormale, il faudra consulter le vétérinaire sans tarder. En effet, de nombreuses maladies peuvent être légères et guérir sans difficulté, mais cela dépend toujours d'une intervention dans les délais les plus brefs possibles. Contrôlez régulièrement l'état des ongles. Les ongles s'usent d'eux-mêmes lorsque le chien exerce une activité physique normale, mais il est parfois nécessaire de les couper avec une pince appropriée. L'hygiène orale ne doit jamais être négligée et il faudra régulièrement faire un détartrage, surtout chez les races naines, parce que le tartre peut être à l'origine de piorés et de mauvaise haleine. Il existe dans le commerce des os qui constituent une récompense pour notre ami à 4 pattes, mais qui servent également de brosse à dents naturelles. Les dents de lait des chiots laissent progressivement leur place à la dentition définitive entre 4 et 6 mois. Pendant cette période, il convient d'inspecter régulièrement la bouche pour vérifier que tout se passe comme il faut. La filariose cardiopulmonaire est une grave maladie qui frappe le sang et le cœur, provoquée par une nématode parasite, la Dirofilaria immitis. On la connaît depuis plusieurs siècles et depuis un siècle environ, on a compris l'important mécanisme de transmission de la maladie par les moustiques. Mais c'est au cours des 20 dernières années seulement, à cause de la diffusion rapide de la filariose chez les chiens de compagnie et de travail, que les instituts de recherche, sociétés pharmaceutiques et vétérinaires ont réellement consacré une attention croissante à ce problème. Il est donc important que les propriétaires de chiens connaissent dans les grandes lignes l'existence et les manifestations de cette parasitose. La maladie se transmet à travers une piqûre de moustique, lequel a pris les larves de filaire en suçant le sang d'un sujet infecté et les inocule ensuite à un chien encore sain. On comprend donc facilement pourquoi la maladie est très contagieuse et pourquoi elle est liée aux saisons printemps-été. Pendant 6 mois environ, les larves inoculées dans le sang du chien y mûrissent jusqu'à devenir des vers adultes, qui se localisent dans le cœur et dans les artères pulmonaires. Les filaires adultes produiront à leur tour de petites larves dites microfilaires qui vivront dans le sang. Les chiens les plus frappés sont bien entendu ceux qui passent le plus de temps à l'extérieur et donc les chiens de chasse, de travail et ceux qui dorment dehors. Les dommages infligés par la présence des filaires sont graves et concernent la fonction cardio-circulatoire. Au début, les symptômes peuvent être un chien qui se fatigue facilement et la présence de toux ou de problèmes respiratoires. Le vétérinaire procédera alors à divers examens cliniques et de laboratoire afin de confirmer la présence des parasites.
Au contraire, les dommages dus à une filariose cardio-pulmonaire chronique sont extrêmement graves. Outre l'altération de la fonction cardio-circulatoire, il y a souvent des lésions du foie et des reins et un état d'hypersensibilité généralisé à tout l'organisme. Les programmes de prévention, en revanche, qui sont disponibles depuis peu d'années grâce à de nouveaux médicaments spécifiques, sont simples à réaliser et ne présentent aucun risque de toxicité pour le chien. Après un examen pour vérifier l'absence d'une infestation précédente, un médicament est administré par voie orale une fois par mois, pendant toute la saison chaude. Cela suffit à fournir une protection au chien, même s'il est piqué par un moustique infecté.